Et donc bienvenue sur le 4e épisode de 100% Ciné, un podcast qui parle de cinéma, de séries et de programmes Netflix. Donc aujourd'hui au programme on va parler dans un premier temps de la série Pam and Tommy, qui est donc une série diffusée sur Disney+. Je vous donnerai mon avis sur les 3 premiers épisodes qui sont sortis la semaine dernière. On parlera ensuite des sorties Netflix et des sorties du cinéma qui sont très nombreuses cette semaine, notamment les films Moonfall, Mort sur le Nil, etc. Donc je vous parlerai de chacun de ces films. Ensuite on parlera d'une polémique sur Roland Emmerich, donc qui est le réalisateur de Moonfall, qui a tenu des propos concernant Marvel, Star Wars et DC que je ne tolère pas, et donc je donnerai mon avis sur ce qu'il a dit. Ensuite, je ferai la critique du film Irréductible, donc de Jérôme Commandeur, qui sortira le 29 juin prochain et que j'ai pu voir en avant-première du coup. Ensuite, on continuera donc avec Chloé Zhao et la rétrospective du film Les chansons que mes frères m'ont apprises, et je finirai cet épisode avec mon avis sur la 4DX. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on s'écoute mon avis sur Pam and Tommy. C'est parti. Et donc, pour continuer dans les actualités, je vais parler de la série Pam et Tommy, donc diffusée sur Disney+, qui à la base est une série donc Hulu, diffusée aux États-Unis sur la plateforme Hulu, ou Hulu, enfin je sais pas comment prononcer, mais on en a déjà parlé du coup sur ce podcast dans l'épisode précédent de cette plateforme. Et du coup, on va parler de Pam et Tommy, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que la com elle est monstrueuse autour de cette série. Il y a des affiches partout dans la ville et c'est super intéressant. Alors au casting, déjà on a Jonathan Stan, donc qui joue le soldat d'hiver dans le MCU, et c'est un acteur que je trouve plutôt vraiment très bon, pas forcément dans le MCU, mais par exemple dans Pam and Tommy, je reviendrai dessus, il est vraiment super fort. Donc en gros, de quoi ça parle Pam and Tommy? C'est tout simplement une série sur la vie de Pamela Anderson et de Tommy Lee, donc un rocker que je connais pas trop, je vous avouerai, mais en tout cas ils étaient en couple donc dans la vraie vie, et cette série raconte leur histoire. Moi personnellement je connais pas plus l'histoire de Pamela Anderson ou quoi, donc c'est pourquoi j'étais pas super hype par la série à la base, mais quand je l'ai vue, ça a été super addictif en fait. La série, tu t'ennuies pas du tout, c'est super fluide. Et alors ça s'appelle Pam and Tommy, mais ce n'est pas du tout eux les personnages principaux. Le personnage principal c'est donc Rand Gauthier, donc il est également coproducteur de la série, enfin l'acteur qui joue Rand Gauthier est coproducteur de la série. Et donc c'est ce fameux Rand Gauthier qui est le personnage principal de la série. Et on va découvrir en fait que ce personnage, il a eu, on va dire, une histoire compliquée avec le rocker Tommy Lee. Alors du coup, Pam and Tommy c'est interdit aux moins de 18 ans sur Disney+, et même que la plateforme a mis un contrôle parental spécial sur cette série. Enfin, il l'avait jamais fait avant, mais là c'est vraiment très surveillé, c'est vraiment pour les moins de 18 ans, et c'est assez compliqué même d'y resquiller quand tu as pas l'âge, et c'est vraiment compliqué. Enfin, ils ont vraiment mis un contrôle parental de ouf pour cette série. Donc c'est totalement justifié, il ne faut pas que des enfants tombent dessus, parce que pour le coup la série elle est vraiment très trash. Genre c'est pas des trucs que des enfants devront voir, et franchement quand on m'a parlé de cette série, que je l'ai vue, je m'attendais pas du tout à ça. C'est forcément il y a de la nudité, il y a du sexe, et pire que dans d'autres séries, je pense à Game of Thrones, à Walking Dead, là c'est 1000 fois pire que ça, et moi qui me demandais pourquoi ils ont mis ça moins de 18 ans alors que la série ça n'avait pas du tout l'air de partir là-dedans. Au final maintenant je comprends, parce que vraiment c'est très explicite. Au niveau des acteurs, donc j'ai regardé vite fait à quoi ils ressemblaient, et je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux personnages originaux, donc ils ressemblent à Pamela Anderson et Tommy Lee, surtout Sebastian Stan. J'ai plus lu le nom de l'actrice qui joue Pamela Anderson dans la série, mais elle aussi, elle les ressemble super bien, et c'est vraiment cool d'avoir ce genre de ressemblance en fait pour une série.
Donc en plus la série elle est super bien réalisée, donc il y a des mouvements de caméra qui sont incroyables, et il y a de très bonnes idées de mise en scène, et là aussi c'est quelque chose que je m'attendais pas au niveau de cette série, donc c'est plutôt cool. Donc c'est bien que la série elle se concentre sur le personnage de Rand aussi, parce que c'est bien qu'on ait tous les points de vue, parce qu'en gros il y a une affaire dans la vie de Pamela Anderson et de Tommy Lee, et on pourrait se dire qu'en fait Rand Gauthier c'est le méchant qui a fait vraiment quelque chose d'horrible, mais c'est bien de recontextualiser justement, de le mettre en personnage principal, l'histoire que l'on voit pourquoi il a fait ça et quelles sont ses véritables raisons, parce que il a vraiment des raisons. Je parle de la sextape du coup de Pamela Anderson, il a vraiment des raisons de l'avoir partagé, et on les comprend mieux de son point de vue, et c'est bien justement qu'il soit personnage principal par rapport à ça. Donc c'est super bien rythmé, ça je l'ai dit, et en plus la série elle prend en même temps, bien que ce soit super bien rythmé, elle arrive quand même à prendre le temps de développer ses personnages, et du coup ça c'est super cool, parce que on sait exactement qui fait quoi, et ouais, on en apprend beaucoup plus sur les personnages qui sont très travaillés. Et donc comme à chaque épisode, on va parler des séries et des films qui sortent sur Netflix cette semaine. Alors il n'y en a pas beaucoup de choses intéressantes qui sortent cette semaine, néanmoins il y a quelque chose qu'on peut souligner, comme tout d'abord le film Netflix original français Big Bug, donc qui est un film qui sort le 11 février. C'est une comédie française de SF avec Isabelle Nanty, donc je vais tout de suite vous lire le synopsis. En 2045, l'intelligence artificielle est partout. Mais quand les robots se soulèvent, Alice se retrouve enfermée chez elle, protégée par ses androïdes bien intentionnés. Donc en vrai ça peut être intéressant de lire ce programme, oui tout à fait, non, de regarder ce film, surtout que la bande-annonce promet une belle photographie et pourquoi pas des effets spéciaux assez intéressants, donc la bande-annonce moi elle me hype, donc en vrai j'ai hâte de voir ce film français. Ensuite, on a le film Dragon 3, donc qui est un film d'animation, donc qui va sortir ce samedi. Donc c'est la suite des films Dragon, donc qui sont des films d'animation super célèbres de chez DreamWorks, il me semble. Donc rien à redire sur ce film, vous l'avez sûrement déjà vu au cinéma à l'époque. En tout cas voilà, c'est juste un rappel comme quoi il va sortir sur Netflix donc cette semaine. On aura également la saison 2 du coup de la série Toy Boy, donc qui s'était déjà elle avait déjà une première saison. Donc le synopsis de Toy Boy saison 2, c'est libéré dans l'attente d'un second procès après 7 ans de prison à Malaga, un stripteaseur veut prouver que sa maîtresse l'a fait accuser à tort du meurtre de son mari. Donc la première saison était super cool, elle avait donc 13 épisodes, et on aura la saison 2 comme je l'ai dit dans 2 jours, donc vendredi, c'est super cool. Et pour finir, je vais vous conseiller donc la série Catching Killer, donc qui est une série documentaire sur le travail de véritables enquêteurs qui ont arrêté les tueurs en série les plus dangereux et les plus notoires. Donc c'est une série documentaire, ça a l'air assez cool, même si les séries Netflix sur les criminels, les séries docu, il y en a une pelletée, c'est vraiment ce que Netflix fait tout le temps. Voilà, il y a Dark Tourist aussi, enfin il y a plein de séries dans ce genre-là, et je crois que Netflix devrait se diversifier un peu. Celle-là, à mon avis, ne sortira pas du lot, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce genre de série, donc c'est pourquoi je le signale dans ce podcast. Et donc c'est au cinéma qu'on va avoir droit au plus de films intéressants, et on commence tout de suite donc avec 4 films en tout, et on va commencer avec donc Marry Me. Donc Marry Me, donc c'est avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, et ça sort le 9 février 2022. Alors c'est une comédie et une romance. Donc Kate Valdez, une star de la scène musicale, forme un couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de se dire pour la vie devant un parterre de fans déchaînés lors d'une cérémonie retransmise en multiplex. Dans la foule, Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé qui chaperonne sa fille Lou, accompagné de sa meilleure amie, assiste bien malgré lui à l'événement. Donc ça c'est le synopsis pour Marry Me. Alors c'est vrai que le synopsis il est pas exceptionnel, mais la bande-annonce promet quelque chose de plus ou moins intéressant. Après il y a un bon casting, à voir si le film sera cool. Au niveau des films français, donc on a
Les Vedettes, donc, qui est le dernier film du Palmacho qui sortira donc le 9 février. Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui, tous les opposent, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont pleins de ressources. Donc là j'ai un petit peu plus d'espoir concernant le Palmacho parce que c'est un film qui a l'air plus ou moins intéressant et qui, le Palmacho personnellement je les trouve super drôles, donc j'adore ce qu'ils font. Sinon en termes de très gros films, eh bien on a Mort sur le Nil, donc avec là encore un casting de malade. Donc Mort sur le Nil qui est une adaptation donc de Hercule Poirot d'Agatha Christie, du roman d'Agatha Christie, avec Gal Gadot, Emma Mackey et plein d'autres acteurs super connus. Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devrait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime somme enfin la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord, en tant que passager, il se voit confier l'enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent. S'ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui font de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à l'incroyable dénouement. Donc au niveau de son scénario, ça a l'air d'être incroyable. C'est un film qu'on va suivre bien pour son enquête, un petit peu comme Boîte Noire l'avait fait, même si c'est pas exactement pareil. C'est distribué par Walt Disney, mais ce n'est pas, vous l'aurez compris, un film Disney, et il me semble qu'il y a un avertissement de moins de 12 ans sur le film. Et pour terminer, là encore avec un pseudo-blockbuster, c'est Moonfall de Roland Emmerich. On parlera de lui juste après, ne vous inquiétez pas. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. Joe Fowler, anciennement astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver. Mais seules deux personnes la croient, un astronaute qu'elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, Casey Ousman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre Lune n'est pas ce que nous croyons. Donc ils essayent de mettre un petit peu de suspense derrière. Au niveau de la bande-annonce, moi personnellement, ça m'a pas entièrement convaincu, je vous avouerai. En tout cas, le film il peut intéresser certains, sachant que c'est un blockbuster, mais je vais parler tout de suite de Roland Emmerich parce que ça fait partie du sujet du podcast. Et donc justement concernant Roland Emmerich, donc le réalisateur de Moonfall, j'ai dit qu'on allait en reparler et justement on va le faire. Pourquoi on va reparler de lui ? Tout simplement parce qu'il a récemment déclaré que les films Marvel, DC et Star Wars ont, je cite, détruit l'industrie du cinéma car il y a peu d'originalité et peu de cinéma. Alors c'est le genre de propos que je ne tolère pas, je vais réagir dessus. Déjà dans un premier temps, parler d'originalité de la part de Roland Emmerich, c'est vraiment pour moi dégueulasse. Parce que le mec il a fait comme film donc Independence Day 2012, Le jour d'après, et plein d'autres films dans ce genre qui sont des nanars catastrophes qui se ressemblent tous les uns les autres et donc il n'y a rien d'original en fait dans ces films. Donc mec, je vois pas pourquoi tu dis que les films Marvel ont peu d'originalité alors que toi chacun de ces films se ressemble, c'est tout le temps le même scénario catastrophe, franchement. Et tu ne te diversifies pas en fait, il y a peu de choses qui changent. Je pense que Moonfall ce sera pareil en fait. Je pense que Moonfall, tu auras l'impression de voir Independence Day 2012, le jour d'après. Je pense que Moonfall c'est un gros mélange de tout ça et comme le reste de ces films. Donc déjà de 1, ne viens pas parler d'originalité. Ensuite, de dire que Marvel, DC et Star Wars ce n'est pas du cinéma, je suis désolé, c'est pas vrai, parce que, spoiler, tu peux faire un film Marvel et faire du cinéma en même temps, c'est possible. Il suffit de regarder quelques films. Donc par exemple chez Marvel il y a Eternals, donc réalisé par Chloé Zhao, qui est pour moi un chef-d'œuvre en termes de réalisation, de photographie, d'image. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs films aussi qui a été fait récemment. C'est l'un des plus beaux, Eternals est mon film du MCU préféré de toute manière, et c'est pour moi le film du MCU qui est de très très loin le mieux réalisé. On peut également citer Shang-Chi, les Gardiens de la Galaxie,
qui sont eux aussi des très bons films, très bien réalisés. Gardien de la Galaxie qui est fait donc par James Gunn. Enfin voilà, dans le MCU, le nombre de films qui sont bien réalisés, qui sont bien faits et qu'on peut qualifier de cinéma est quand même important. Alors certes, Marvel a fait beaucoup de daubes aussi, pardon, c'est vrai, faut le dire et faut l'avouer, mais moi j'aime les films Marvel et quand ils sont mauvais, je suis conscient qu'ils sont mauvais, et quand ils sont bons, je le suis aussi. Et dire que tous les films Marvel sont à jeter, qu'ils n'ont pas d'originalité et qu'ils ne font pas du cinéma, ce n'est pas vrai. Concernant DC sur le cinéma, alors ça se discute parce que beaucoup de projets DC sont assez mauvais. J'ai déjà donné mon avis sur la chaîne principale Hugo Bandicoot, mais là il y a certains films qu'on peut noter qui sont excellents aussi chez DC Comics, donc Snyder Cut, qui est réalisé par Zack Snyder, qui dure 4 heures et qui est lui aussi très bien fait, Man of Steel, mais également le récent The Suicide Squad, et j'espère le prochain The Batman, qui là aussi en termes de réalisation promet d'être incroyable. Donc c'est plein de projets qui sont aussi bien faits, et donc dire qu'ils ne font pas du cinéma, c'est complètement débile. Enfin, si tu veux, je peux même continuer avec les Star Wars. Va dire à tous les fans de la trilogie de George Lucas que ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas vrai. George Lucas avait fait à l'époque quelque chose d'incroyable. Et encore, récemment on a eu Rogue One. Alors certes, le film Rogue One il n'est pas parfait, il lui manque clairement un scénario et du dynamisme dans son film. Cependant le film est magnifique et assez bien réalisé. Donc en vrai je comprends pas les propos de Roland Emmerich qui sont totalement mal placés, et en plus qui sont super faciles à désargumenter. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify, à répondre à la question que je vous mettrai, ce que vous pensez des propos de Roland Emmerich. Donc maintenant je vais vous parler d'un film que j'ai vu en avant-première. Donc c'est un film français, une comédie française qui a eu le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez. Je parle d'Irréductible de Jérôme Commandeur, avec Jérôme Commandeur. Donc c'est une petite critique que j'ai vue, sachant que j'ai vu le film donc le dimanche 6 février, et donc je vais donner rapidement mon avis dessus parce que ce film il m'a surpris. Ouais, j'ai trouvé le film, en fait, il était sympa. Alors c'est pas un film qui m'a fait retourner le cerveau comme d'autres films l'ont fait. Néanmoins, cette comédie elle est très largement au-dessus des comédies françaises actuelles. Il suffit de voir toutes les autres comédies comme Super Héros Malgré Lui qui sortent et qui sont un peu bidons et qui n'ont pas de message derrière à faire passer, et qui sortent par pelleté en ce moment, des comédies pourries, il y en a plein qui sortent par année, mais bon ça c'est un autre débat, peut-être que je tiendrai ce débat sur le podcast dans un prochain épisode, mais en tout cas c'est pas le cas de cet épisode-ci. Parce que Irréductible il sait faire rire tout en instaurant une véritable réflexion sur des sujets très importants comme le climat et l'écologie qui sont très abordés dans le film. L'écologie elle est omniprésente à l'intérieur et ça fait vraiment plaisir. C'est une véritable sensibilisation sur des sujets et sur plein d'autres comme les réformes gouvernementales, ministérielles, mais également la crise migratoire et qui en fait c'est des sujets qui touchent pas forcément les gens, mais qu'il faut mettre en avant. Alors certes l'écologie maintenant on commence un petit peu à en parler, mais par exemple toutes ces réformes comme je l'ai dit, la crise migratoire également, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, et qu'il est, je trouve pour moi, important d'en parler. Et ce qui est vraiment génial du coup avec Irréductible, c'est que le film il arrive à parler de ses films, à être drôle, véritablement drôle, sans être maladroit dans ses propos. Il y a beaucoup de films qui ont essayé de faire rire sur des sujets comme cela, mais avec une maladresse, mais vraiment horrible, ou alors ils ne cherchaient pas vraiment à faire passer un message, mais plutôt à se moquer des gens qui défendent ces causes. Ici, ce n'est pas le cas sur Irréductible. C'est vraiment... L'humour, certes, reste très présente, mais il y a quand même un message très sérieux derrière, un message qu'il faut faire passer absolument, et du coup c'est vraiment sympa de la part de Jérôme Commandeur de faire passer des messages comme ça à travers ses films et de rendre les comédies plus intelligentes. En plus, certaines blagues, elles peuvent être vraiment inattendues et subtiles. D'autres s'approchent plus du burlesque également. Donc ça, on va dire, ça va plaire à tout le monde parce que ceux qui aiment le burlesque, c'est-à-dire les vannes un peu beaufs où les gens vont se cogner, ils vont apprécier. Et puis ceux qui aiment les blagues intelligentes, subtiles, ils trouveront aussi leur bonheur dans le film. Du coup, chacun y trouvera son compte, comme je l'ai dit. Et le scénario du film, il est assez original. Alors c'est un film qui a été adapté donc d'un film italien, d'une comédie italienne, mais
mais c'est totalement intentionnel, hein, c'est une adaptation, ce n'est pas un film original. Donc en gros c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui a un métier garanti à vie, donc il travaille à l'Institut des Eaux, je crois bien, et suite à une réforme du ministère, certains fonctionnaires se font renvoyer. Cependant, donc Vincent Pelletier, qui est joué par Jérôme Commandeur dans le film, cherche absolument à garder son travail, et donc le ministère va tout faire pour le faire démissionner, notamment en le mutant dans les pires endroits du monde. Donc il va se retrouver dans des prisons, au pôle Nord, dans la jungle, enfin dans plein d'endroits différents où il va censé normalement être dégoûté du métier, mais c'est pas du tout le cas parce qu'il va tenir bon, parce qu'il veut garder son travail. Donc c'est un petit peu autour de ça que va tourner cette comédie. Alors il y a plein de sous-intrigues également. Le principal défaut du film, ça reste quand même son montage, où l'on sent très clairement qu'il y a eu beaucoup de scènes coupées ou alors remaniées, dues à qui font qu'il y a de nombreuses incohérences dans le film. Et c'est la première fois en fait dans un film que j'en ressens autant, car c'est pour le coup vraiment récurrent, toutes les incohérences qu'on peut avoir. Et alors Jérôme Commandeur il s'est exprimé là-dessus lors de l'avant-première. Donc en fait le Covid il a eu un gros impact sur le tournage du film, parce qu'il y avait des pays où ils devaient aller pour le tournage et où ils n'ont jamais pu aller, parce que ça a été tourné durant le deuxième confinement, et du coup c'était assez compliqué de tourner des films en cette période, de voyager également. Donc pareil pour le montage, la crise sanitaire a beaucoup joué, donc ils se sont débrouillés avec les scènes qu'ils avaient, mais après c'est pas un défaut parce que le film est censé sortir donc le 29 juin. De base c'était le 30 mars, mais il a été décalé au 29 juin. Et du coup c'est quand même assez sympa, puisque on peut penser qu'il y aura peut-être des reshoots qui vont être faits, qui vont peut-être remonter le film jusqu'au 29 juin, et que du coup la version que j'ai vue au cinéma sera différente de celle qui sortira le 29 juin, parce que peut-être qu'ils auront rajouté des trucs, remanié le film pour qu'il y ait beaucoup moins d'incohérences. Et malgré ce montage, on sent qu'il y a quand même un effort qui a été fait au niveau de la photographie et de la mise en scène. Alors c'est loin d'être ultra parfait, mais ça donne... on sent que Jérôme Commandeur a eu une réelle intention de bien faire, et une réelle intention de faire du cinéma avec un grand C. Parce que c'est cool qu'une comédie y prête attention à ce genre de détails, parce que quand on voit les films récents, je vais encore prendre l'exemple de Philippe Lachaud et de Super Héros malgré lui, mais très clairement on sent que le visuel c'est pas ce qui importe les réalisateurs de comédie aujourd'hui, alors que ça le devrait, parce que ça rend le film beaucoup plus agréable. Et on sent que Jérôme Commandeur il a cherché à instaurer une photographie et une mise en scène, on va dire, convenable dans son film, donc c'est tout à fait louable de sa part. Donc voilà, je vous invite le 29 juin du coup à aller le voir au cinéma. Alors on en reparlera très certainement sur ce podcast en juin très certainement. Et si vous avez la possibilité de le voir en avant-première, parce que Jérôme Commandeur passe dans votre ville, dans votre cinéma, allez le voir, parce que les échanges avec lui sont vraiment hyper intéressants. Il répond à toutes les questions de manière cohérente, il raconte des anecdotes, en plus un mec il est super drôle, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez l'opportunité de le voir en avant-première. Et donc pour commencer cette rubrique en bref, on va parler du film Les chansons que mes frères m'ont apprises. Donc je connaissais déjà la plupart des films de Chloé Zhao du coup, qui est la réalisatrice de ce film, et j'attendais l'occasion de voir celui-ci, donc j'étais très content de le voir, surtout que je l'ai vu au cinéma en sortie scolaire, donc ça me permet d'en parler, voilà. Donc j'ai bien aimé le film pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est le film, et les autres de Chloé Zhao d'ailleurs, mettent souvent en avant des histoires de vie comme des témoignages de la part d'autres cultures qui sont totalement différentes de la nôtre. Ici on parle de l'Amérique profonde, puisqu'on traite de sujets comme les Indiens d'Amérique et les ranchs. Ce sont des choses qu'en France on ne connaît pas du tout et qui est vraiment intéressant de découvrir. Et j'ai aussi adoré, et surtout adoré, l'ambiance du film, qui traite de sujets sombres comme la consommation d'alcool, la misère, et pourtant le film dégage une ambiance calme et sereine, notamment amenée par le peu de dialogue et le fait que les personnages sont expressifs sans forcément parler. Ça c'est vraiment cool. Oui, ils parlent pas, et pourtant tu comprends toutes leurs émotions et tout ce qu'ils ressentent. Cette ambiance est aussi beaucoup due à la manière dont Chloé Zhao met en scène son film, où elle va filmer la nature et les choses simples.
Donc avec des plans larges sur des paysages avec de nombreux couchers de soleil et des choses simples sont montrées, comme je l'ai dit, avec une fête autour du feu par exemple, des moments de joie entre ces deux frères et sœurs. Bref, c'est une superbe ambiance je trouve, et le film il montre plein d'aspects différents sur la notion de famille. En effet, vu que les personnages ont un père qui a eu plusieurs femmes et beaucoup d'enfants, 25 en tout, il est normal qu'il n'ait pas énormément d'affinité entre tous ces enfants et qui parfois se parlent à peine car ils n'ont qu'un seul père en commun, et que c'est normal, je pense, quand t'es 25 que tu connaisses pas tous tes frères et sœurs. Enfin, personnellement, je trouve ça normal. Cependant, suite à la mort de celui-ci, tout le monde s'est rapproché et ça leur a permis de se découvrir et de se rapprocher les uns les autres, et on sent vraiment que le film accorde une véritable importance au fait que la famille, c'est important. L'œuvre, elle traite aussi de sujets lourds comme la consommation d'alcool, de cannabis qui touche quasiment l'intégralité de la réserve indienne. Il cherche à dénoncer tous ces problèmes en n'hésitant pas à montrer les effets de ces produits sur les personnages. Il y a un moment dans le film où j'ai été touché par un propos qu'a tenu un personnage. Quand on fume, il ne se passe jamais rien, mais quand on boit, ça finit toujours et très mal. Après avoir dit ça, le personnage s'est retrouvé en prison car ils se sont battus sous les effets de l'alcool. Et outre le fait de dénoncer les problèmes liés à sa consommation, il montre également les problèmes liés à son trafic. Quand le personnage de Johnny se fait tabasser car il a vendu de l'alcool sur un territoire contrôlé par d'autres vendeurs d'alcool, on ressent bien qu'il prend des risques à faire cette activité. J'ai aussi apprécié le film pour ses personnages que j'ai trouvé très attachants et pour leur fraternité très touchante. On peut ressentir plein de choses vis-à-vis des personnages, de la tristesse, de la joie, de l'empathie également. Par exemple, quand Johnny avait pris conscience qu'il ne pouvait plus partir à Los Angeles avec sa copine, je me sentais embarrassé pour lui car c'était son objectif depuis le début et son seul espoir pour quitter la réserve indienne où il vit, et la pauvreté avec laquelle il est constamment accroché. Pour le spectateur, Los Angeles c'était un objectif, mais pour le personnage c'était bien plus que ça. Pour lui c'était l'espoir d'une nouvelle vie, l'espoir de faire fortune également, et au final c'était plaisant de voir que chacun finalement trouvait son compte dans la réserve. Comme dit dans les derniers mots du film, elle ne voit pas les choses comme nous, elle y est attachée à la réserve. Et pour finir, j'ai aussi apprécié le film, surtout pour son aspect visuel et esthétique, vraiment magnifique. Les plans très proches des acteurs permettent de ressentir la véritable émotion des personnages, et comme dit précédemment, on sent que la réalisatrice aime la nature, car je trouve qu'elle a une manière bien à elle de la mettre en valeur dans chacun de ses films. J'avais déjà ressenti ça lors de son dernier long métrage pour Marvel, donc Les Éternels. Elle va s'aider de la lumière naturelle et de vrais décors pour fabriquer ses films. Elle ne cherche pas à avoir un visuel parfait et une image lissée. Non, elle prend en image la nature comme elle est vraiment, sans artifice. Et je trouve que ça donne une vraie puissance au film. Chaque plan, même le plus anodin, était magnifique. Pour conclure, j'ai trouvé que ce film serait mon préféré parmi les 3 que j'ai pu visionner ce jour-là et qu'on verra dans d'autres rétrospectives. Voilà. En tout cas, j'ai adoré ce film de Chloé Zhao. Alors je le conseille pas forcément parce que vous y trouverez peut-être de grosses longueurs à l'intérieur, mais moi j'ai vraiment apprécié, surtout pour sa réalisation comme je l'ai dit. Et donc pour continuer avec ce podcast et pour enchaîner, je vais rapidement parler de mon expérience de la KDX. Alors c'est un petit peu à chaud, c'est juste que je savais pas trop de comment conclure ce podcast, et du coup on va parler de la KDX. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la KDX, c'est possible, il doit y en avoir peut-être parmi vous. Et bien la KDX c'est une expérience de cinéma, donc qui se déroule forcément au cinéma, où vous avez pendant votre film le siège qui bouge, des lumières, des odeurs, de l'eau qui vient sur votre visage, et il y a, les sièges ils bougent dans tous les sens, sur plein d'axes, ils sont capables de te chatouiller les pieds, de balancer de l'air au niveau du cou, de faire changer la température, etc. Donc c'est l'expérience soi-disant la plus immersive de cinéma que l'on ait actuellement. Donc c'est une expérience que j'ai eue en KDX qui commence à dater un petit peu puisqu'elle date de juillet 2021 où j'aurais vu Black Widow, le film Marvel Black Widow que j'aurais vu en 4DX. Donc il faut savoir que c'était pas du tout prévu de le voir en 4DX, mais j'avais vu une séance en fait dans un cinéma qui n'est pas mon cinéma habituel et je pensais que c'était une séance normale et c'était donc une séance 4DX. Alors la KDX c'est quand même, faut le dire, le double du prix d'une place de cinéma. Et par exemple pour ceux qui ont un abonnement dans les cinémas Pathé, parce que oui c'est dans les cinémas Pathé qu'on a exclusivement la KDX, et bien pour ceux qui ont un abonnement, un passement annuel comme moi j'ai chez UGC, vous devrez payer 10€ supplémentaires pour voir le film en 4DX. Donc c'est un petit peu dommage, mais en soi je comprends
que ça coûte plus cher. Malheureusement, c'est quand même 20 € pour voir un film. Alors certes, c'est peut-être plus immersif, mais ça fait quand même super cher. Donc voilà. Donc ce que j'en ai pensé. Alors concrètement, le film il a duré 2 heures, donc c'est assez long. Et ça bouge tout le temps. En fait, tu es tout le temps en mouvement. Et c'est pas tout le temps approprié. On va dire par exemple dans des dialogues, tu vas commencer à bouger légèrement de gauche à droite. Alors ouais, tu vas avoir des petits mouvements, ça va être sympa, mais c'est tout le film comme ça, même dans des moments où voilà c'est calme, il dialogue, tu vas avoir des petits mouvements, ou au contraire, eh bien, imaginons, voilà, dans Black Widow, je vais spoiler Black Widow, mais c'est pas grave parce que je considère que ça fait longtemps maintenant que le film est sorti. Bah, quand ils sont à table et qu'ils commencent un petit peu, que Natasha commence à s'énerver, ou Yelena, je me souviens plus exactement du film, bah elle tape d'un coup sur la table, et bah là où tes sièges étaient immobiles, et ben bam, hop, tu vas être secoué dans tous les sens, tu vas être littéralement soulevé de ton siège. Juste pour des petits trucs comme ça, donc soit bah c'est vraiment, en fait c'est que c'est tout le temps abusé, soit c'est il se passe rien et tu bouges quand même, ou soit c'est un tout petit mouvement de rien du tout qui te fait bouger comme pas possible dans la salle de cinéma. Après il y a quand même des effets qui sont cool avec ce siège. C'est par exemple ton siège quand les personnages sont en voiture ou en avion, et il va se mettre à vibrer. Mais quand je dis vibrer, tu as vraiment l'impression d'être en voiture. Et là j'ai vraiment été étonné, surtout qu'il y a certains moments dans le film qui sont tournés genre en mode face du pare-brise, et du coup tu avais l'impression d'être le conducteur, et vu que ça tremblait, que ça vibrait, c'était vachement immersif. Après bon, au niveau du siège, qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Ouais, il y avait des petits souffles d'air dans le cou qui venaient. Alors quand par exemple on tirait une balle, on tirait une flèche, ça faisait des petits souffles au niveau de tes oreilles. Ça c'était assez sympathique. Encore un truc que je pense que je pourrais citer par rapport à ces sièges donc de la Cadix qui était cool, c'est que à la fin du film, quand il y a tout qui brûle, que c'est ravagé par les flammes, et tu vas sentir la chaleur puisque ça va balancer de l'air très très chaud au niveau de ton cou, et limite sèche-cheveux quoi, limite tu es brûlé. Alors pas vraiment, mais ça reste quand même cool, et ça pour le coup j'ai trouvé ça immersif. Ensuite il y a des trucs qui sont censés te faire des petits guilis aux pieds. Alors ça j'ai pas plus apprécié que ça, voilà, on va dire ça fait un petit peu gadget, et des fois ça peut vraiment être dérangeant. Alors j'ai parlé d'odeurs aussi avant. Alors au niveau des odeurs, c'est très subtil. Je sais pas exactement combien d'odeurs ils peuvent diffuser, d'odeurs différentes dans un film. Là on avait tout le temps la même odeur. Alors pour vous expliquer quand ça venait, c'était quand les Black Widow se faisaient libérer avec l'espèce de poudre, de produit qui balançait, enfin l'espèce de remède du coup. Et bien on avait une odeur de rose. De la fleur du coup qui venait, alors c'était très précis, c'est-à-dire quand l'odeur est lâchée, elle s'arrête immédiatement. C'est-à-dire que moi je pensais que quand ils allaient lâcher l'odeur, on allait y avoir droit pendant 10 minutes parce que l'odeur va rester. Et en fait non, elle dure parfaitement le temps de sa séquence. Et ça je trouve ça c'est plutôt bien fait. Après bon, en juillet 2021 il y avait le port du masque, et avec le port du masque tu sentais les odeurs mais très très rapidement. Je pense que si il n'y aurait pas eu ces normes de port du masque, on aurait encore eu beaucoup plus de choses contrairement aux odeurs justement. Et voilà. Ensuite, il y a des niveaux de jet d'eau qui arrivent sur toi. Alors soit ça vient en mode pluie et du coup ça tombe au-dessus, et puis t'as l'impression qu'il y a une légère pluie dans la salle. Ça c'est sympa. Sinon il y a des jets qui arrivent droit sur toi, et ça c'est parfois un petit peu dérangeant, mais il y a la possibilité de le désactiver. Voilà, sur ton siège tu as un bouton on-off pour l'eau. Moi personnellement j'ai activé, mais c'était pas non plus ultra transcendant. Alors il y avait de la neige aussi qui était diffusée, enfin je pense que ça devait être des billes de polystyrène ou de la mousse ou quelque chose qui ressemblait à de la neige qui tombait dans la salle. Forcément dans le film Black Widow il y a des grands moments on va dire dans la neige, dans le froid,
Et en vrai, bah, tu le remarquais pas. Parce que la séance était en 3D et du coup avec les lunettes 3D, bah, ce qui tombait, tu ne le voyais pas tomber. Alors déjà, bah, maintenant je suis un peu dégoûté que pour voir de la 3D, t'es obligé de voir un film en 4DX, mais ça c'est un autre débat. De toute façon, je n'aime pas plus que ça la 3D. Mais du coup, il y a certains trucs qui tombaient, il y avait des bulles, il y avait de la neige qui tombait, mais tu ne les voyais quasiment pas avec les lunettes 3D. C'est juste en les enlevant un moment que j'ai vu, ah tiens, il y a de la neige, mais je l'avais pas vu avant. Sinon, il y a du brouillard qui arrive, alors ça c'est assez sympa. Mais c'est pareil, c'est un petit peu abusif, c'est pas tout le temps utilisé à bon escient. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait des espèces de petits flashs de lumière qui étaient très désagréables. Quand t'es dans le noir complet de la salle de cinéma et que tout d'un coup il te balance une salle de lumière en mode PAH! Bah non, c'est pas ouf du tout. Après, ouais, il y avait plein d'autres effets, je m'en souviens peut-être pas de tout. Oui, si, il y avait des effets de tempête aussi. Alors ça c'est assez marrant. T'as des gros ventilos du coup sur les côtés et qui vont souffler à max. Et du coup, des fois, t'as l'impression d'être dans la tempête, dans le vent, avec les sièges qui bougent, etc. Ça rend le truc assez sympa. Maintenant, la 4DX, je trouve, c'est quand même assez surcoté. C'est-à-dire, dans les parcs d'attractions, genre Europa Park et Voletarium, c'est cool. Quand ça dure une quinzaine de minutes, il y a des effets qui sont faits exprès pour la 4DX, et du coup, bah, t'as pas l'impression d'être secoué dans tous les sens. Mais Black Widow, c'est pas un film qui est fait exprès pour la 4DX, et du coup, bah, ça peut, je pense, gâcher ton expérience, si je peux dire ça comme ça. Et oui, puis c'est pas sur 2 heures, voilà, sur 2 heures ça devient un petit peu chiant, on a un peu marre d'être secoué, ça fait un petit peu mal au dos, j'ai trouvé, pas excessivement, hein, mais ça peut faire mal au dos. Et après, pour l'expérience que c'est, à vivre une fois, c'est cool, mais est-ce que ce serait vraiment l'expérience révolutionnaire du cinéma? Est-ce qu'ils ont révolutionné le cinéma? Est-ce que tu iras voir toutes tes séances en 4DX après ça? Bah honnêtement non, déjà parce que bah, ça coûte le double d'une prix de place de cinéma, et du coup ça tu peux pas te le permettre forcément, surtout que pour ceux qui ont un abonnement annuel, bah, ils sont quand même obligés de payer. Et c'est pas transcendant au point d'aller voir tous tes films en 4DX. Allez en voir une fois, c'est sympa. Allez voir des films qui peuvent être sympas en 4DX quand tu connais un petit peu ces effets et tout. Tu peux te dire, allez, ça peut être sympa, je vais le voir en 4DX, mais sinon, à part ça, pour moi, ça vaut pas le coup de voir tous les films en 4DX. Néanmoins, je pense que c'est quand même une expérience à faire une fois pour avoir son propre ressenti dessus. Voilà.